Épouse-moi. Les mots résonnent encore, même après tout ce temps. Épouse-moi, juste comme ça, entre deux bouchées de gâteau, après avoir arraché ma liberté à ce serpent de Marc Castelnau. C'était il y a, combien? Quelques semaines, quelques mois. Ça me semble à la fois hier et une éternité. Je revois la scène là, dans la voiture, son visage grave éclairé par les lumières de Paris qui filaient derrière la vitre. Un mélange de stupeur et de vertige m'avait envahi. Ce n'était pas un homme que je connaissais depuis des années, mais Julien. Julien Romano. Le danger incarné, l'homme qui avait bouleversé ma vie en un clin d'œil et qui maintenant me demandait de lui donner le reste de ma vie. C'était fou, non? Totalement déraisonnable. Mais mon cœur, lui, avait crié « oui » avant même que ma bouche ne s'ouvre. Ce jour-là, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même, que la Marie d'avant, celle qui croulait sous les dettes et les peurs, était morte. Ou peut-être, plutôt, qu'elle était enfin née. Mais avant tout ça, il y avait eu la chaleur. Une chaleur moite, suffocante, le genre qui vous colle la chemise au dos et vous fait perler la sueur au-dessus des lèvres. Je me souviens de l'ascenseur de la tour Montparnasse, les chiffres qui montaient avec une lenteur exaspérante. 12, 13, 14. Chaque étage était une torture supplémentaire, me rapprochant de ce rendez-vous que je redoutais depuis 3 semaines. 3 semaines, c'était le temps qu'il avait fallu à l'avocat pour m'appeler, pour me dire que les dettes de mon père, Pierre Duval, n'avaient pas été enterrées avec lui. L'air dans cette cabine métallique était poisseux, irrespirable. J'aurais juré que l'on était en plein été, mais nous étions fin octobre. Je sentais mon parfum, un petit floral léger, se mêler à l'odeur rance de ma propre sueur, virant au vinaigre. Mes doigts se battaient en achamade sur mon porte-document en cuir, un rythme nerveux que je ne pouvais plus contrôler. À l'intérieur des papiers dont je ne comprenais pas la moitié, des actes de propriété signés de la main de mon père, des contrats de prêt ornés de sceaux inconnus et une simple carte de visite avec une adresse, une heure. Julien Romano, PDG. Seul. La seule indication. L'ascenseur a secoué un peu avant de s'arrêter au 23e étage, les portes s'ouvrant avec un petit sifflement mécanique. Le couloir était un havre de paix, bien plus frais, tout en marbre sombre et mur crème, avec un éclairage indirect qui baignait tout d'une lueur chaude et coûteuse. Au fond, une porte de verre dépolie portait l'inscription en lettres d'or. Entreprise Romano. Je me suis forcé à avancer, mes talons claquant bien trop fort dans le silence de ce corridor si chic. La porte s'est ouverte avant même que je puisse frapper. Une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris acier tirés en un chignon strict, est apparue. Ses yeux sombres m'ont balayé d'un regard scrutateur, analysant ma blouse froissée, mon maquillage un peu estompé, la façon dont ma main tremblait en serrant mon dossier. « Mademoiselle Duval », a-t-elle dit, avec un léger accent du sud de l'Italie qui rendait ses mots presque chantants. « Monsieur Romano vous attend. Cependant, je dois m'excuser. Notre système de climatisation est en panne. Nous faisons de notre mieux pour le réparer, mais en attendant, je crains que le bureau ne soit assez inconfortable. » Inconfortable? C'était un euphémisme. Dès que j'ai franchi le seuil, la chaleur m'a enveloppé comme une force physique. Il devait faire au moins 35 degrés à l'intérieur, peut-être plus. Le bureau de la réceptionniste était près d'une grande fenêtre et je voyais son visage rougi, un petit ventilateur électrique brassant l'air chaud sans grand effet. « Monsieur Romano a un appel imprévu », a-t-elle poursuivi, désignant une porte fermée sur la gauche. « Il a demandé que vous attendiez dans son bureau privé. Il ne devrait pas tarder plus de 10 minutes. Installez-vous confortablement. Il y a de l'eau dans le petit réfrigérateur derrière son bureau si vous en avez besoin. » Elle a ouvert la porte et m'a introduite dans un espace qui m'a coupé le peu de souffle qu'il me restait. Le bureau de Julien Romano était immense, facilement la taille de mon appartement entier, si ce n'est plus. Des baies vitrées du sol au plafond dominaient 2 murs, offrant une vue panoramique sur Paris.
Des meubles en bois sombre et en cuir, chers mais discrets. Des étagères remplies d'ouvrages qui ressemblaient à des premières éditions, en italien et en français. Un bureau massif trônait près des fenêtres, sa surface vide à l'exception d'un ordinateur portable élégant et d'une unique photographie dans un cadre en argent. Mais ce qui m'a frappé le plus, c'était la chaleur. C'était encore pire ici. La lumière du soleil se déversait à travers ces magnifiques fenêtres, transformant le bureau en serre. Je sentais la sueur perler sur mon front, ma lèvre supérieure, ma nuque. Ma blouse était déjà collée à ma peau et je n'étais dans la pièce que depuis 30 secondes. Je ferai savoir à M. Romano que vous êtes arrivé, a dit la réceptionniste, reculant déjà vers la porte. Encore une fois, mes excuses pour la température. N'hésitez pas à vous servir en eau. La porte s'est refermée avec un clic doux et j'étais seul. J'ai posé mon dossier sur l'une des chaises en cuir face au bureau et je me suis dirigé vers les fenêtres, espérant un peu d'air frais près de la vitre. Pas de chance. Si quoi que ce soit, c'était encore plus chaud ici, le soleil tapant sans merci. Je pouvais voir mon reflet dans la vitre, mes cheveux sombres commençant déjà à s'échapper de mon chignon impeccable, ma blouse crème montrant des taches humides sous mes bras et le long de ma colonne vertébrale. C'était absurde. Comment pouvait-on travailler dans de telles conditions? J'ai attrapé une bouteille d'eau dans le petit réfrigérateur derrière le bureau, pressant le plastique froid contre mon front, avant de l'ouvrir et de boire une longue gorgée. L'eau a aidé marginalement, mais dans quelques secondes, je sentais la sueur remplacer ce que j'avais bu. J'ai regardé ma montre. 15h05. Il avait dit 10 minutes, ce qui signifiait au moins 5 minutes de plus de cette torture. Ma blouse était maintenant complètement trempée, collant à chaque courbe. Je voyais le contour de mon soutien-gorge à travers le tissu, et ma jupe crayon me serrait les jambes. L'idée m'est venue, non sollicitée. Je devrais juste enlever quelque chose, juste quelques minutes pour me rafraîchir. Il n'y a personne ici. J'ai hésité, jetant un coup d'œil vers la porte fermée. La réceptionniste avait dit qu'il était au téléphone, 10 minutes au moins, et j'étais seul dans ce sauna de bureau, en train de cuire dans mes propres vêtements. La logique a lutté avec la bienséance pendant environ 3 secondes avant que la chaleur ne l'emporte. J'ai déboutonné ma blouse avec des doigts tremblants, retirant la soie humide de ma peau. Le soulagement a été immédiat et intense. L'air frais, aussi minimal soit-il, a touché ma peau moite et j'ai poussé un soupir de pur plaisir. Mais ce n'était pas suffisant. La jupe devait partir aussi. C'était de la laine, achetée spécifiquement pour cette réunion parce que je voulais avoir l'air professionnel. Maintenant, c'était comme porter une couverture autour de mes jambes. Je l'ai déboutonnée et laissé tomber à mes pieds, sortir de mes vêtements et de mes talons en un seul mouvement. Me retrouver dans le bureau de Julien Romano en soutien-gorge et culotte aurait dû être scandaleux. Au lieu de cela, cela ressemblait à de la survie. Je suis retourné aux fenêtres, pressant mon front brûlant contre le verre légèrement plus frais, laissant mes yeux se fermer un instant. C'était temporaire, juste quelques minutes pour me rafraîchir avant qu'il n'arrive. J'entendrais la porte s'ouvrir. J'aurais le temps de me rhabiller. Personne ne saurait jamais. Je pensais être seul. La voix est venue de derrière moi, grave, accentuée et bien trop proche. Mes yeux se sont ouverts en grand et je me suis retourné, le cœur remontant dans ma gorge. Julien Romano se tenait à moins de 3 mètres, ayant apparemment surgi de nulle part. Ou plus exactement, j'ai réalisé avec horreur d'une seconde porte que je n'avais pas remarquée, partiellement cachée derrière les bibliothèques. Elle devait mener à une autre partie de la suite. Il était plus grand que je ne l'avais imaginé, au moins 1,38 m, avec le genre de carrure qui témoignait d'un entraînement régulier à la salle de sport et d'une discipline rigoureuse. Ses cheveux sombres étaient coiffés en arrière, révélant un visage qui aurait pu être sculpté dans le marbre, tout en angle vif et en ligne forte. Un costume anthracite parfaitement ajusté mettait en valeur ses épaules larges et ses yeux,
sombre comme de l'espresso, étaient fixés sur moi avec une intensité qui me faisait frissonner la peau. Ses yeux m'ont balayé une fois, observant mon état de quasi-nudité avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer. Pas du choc, pas de la colère, quelque chose d'autre, quelque chose qui a fait monter une chaleur dans mon ventre pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la température. J'aurais dû crier, j'aurais dû attraper mes vêtements et me couvrir. J'aurais dû balbutier des excuses ou une explication ou littéralement n'importe quoi. Au lieu de ça, je me suis entendu dire, calmement, comme si nous parlions de la météo, je pensais être seul. Quelque chose a vacillé dans ses yeux sombres. De la surprise peut-être? Ou était-ce de l'admiration? Ses lèvres se sont courbées en un sourire à peine esquissé. Clairement, a-t-il dit, son accent italien enveloppant le mot comme du velours, et clairement ma climatisation est tombée en panne au moment le plus inopportun. Il a bougé alors, traversant la pièce jusqu'à son bureau avec une grâce fluide, me tournant délibérément le dos. Peut-être devriez-vous vous habiller, mademoiselle Duval. Nous avons des affaires à discuter. Son ton décontracté, la façon dont il m'avait si naturellement accordé de l'intimité, a étrangement rendu la situation moins mortifiante. J'ai attrapé mes vêtements avec des mains tremblantes, enfilant la blouse et la jupe humide aussi vite que possible. Mes doigts se sont emmêlés avec les boutons et les fermetures éclairs, et j'étais aigu conscience de sa présence. Son dos toujours tourné, me donnant la courtoisie à laquelle je ne m'attendais pas. « Je m'excuse pour l'état du bureau », a-t-il poursuivi, sa voix portant facilement à travers l'espace. Le système de climatisation a été saboté ce matin. Un message de certaines parties qui sont mécontentes de certaines de mes récentes décisions commerciales. Saboté. Le mot a plané dans l'air, lourd d'implications. Ce n'était pas seulement une climatisation en panne. C'était une menace, une démonstration de pouvoir, un rappel que Julien Romano évoluait dans un monde où le contrôle climatique pouvait être une arme. Je suis habillé, et je réussis à articuler ma voix plus ferme que je ne me sentais. Il s'est tourné pour me faire face, et je me suis préparé à la moquerie ou aux commentaires inappropriés. Au lieu de cela, il a simplement désigné l'une des chaises en cuir. « S'il vous plaît, asseyez-vous. Voulez-vous plus d'eau? J'en ai dans mon réfrigérateur privé qui est réellement froide. » J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Il a récupéré 2 bouteilles, m'en tendant une avant de s'asseoir en face de moi plutôt que derrière son bureau. Le geste semblait significatif, une suppression de la dynamique de pouvoir que le bureau aurait créée. « Alors, a-t-il dit, dévissant sa bouteille d'eau avec une prudence délibérée. Parlons des dettes de votre père, mademoiselle Duval, et peut-être, si vous êtes d'accord, pourrons-nous trouver une solution qui nous avantage tous les deux. » La façon dont il a prononcé « avantage » a provoqué une contraction dans mon estomac. J'ai bu une longue gorgée d'eau, m'accordant du temps pour réfléchir. Cette réunion était déjà tellement sortie du scénario que je ne savais plus quel scénario nous suivions. Mais une chose était certaine, Julien Romano m'avait vu à mon plus vulnérable, littéralement à nu, et au lieu d'utiliser cette vulnérabilité contre moi, il m'avait rendu ma dignité. Ça voulait dire quelque chose. Je ne savais juste pas encore quoi. J'écoute, et je dis, croisant son regard sombre avec plus de courage que je n'en ressentais. Dites-moi ce que vous avez en tête. La bouteille d'eau transpirait dans mes mains, tandis que Julien m'exposait la vérité sur les activités de mon père. Chaque révélation était un coup de poing. Des morceaux d'un puzzle dont j'ignorais l'existence s'assemblaient en un tableau horriblement précis. Votre père, Pierre Duval, était un homme talentueux, a dit Julien, sa voix neutre mais pas indélicate. Il avait un don pour déplacer de l'argent, pour faire disparaître les traces, pour créer des comptes introuvables. Pendant 15 ans, il a travaillé pour diverses organisations à travers la ville, y compris la mienne. Il était comptable, et je dis faiblement, bien que je sentais déjà où cela allait. Il avait un petit cabinet, préparation fiscale, comptabilité pour les entreprises locales. Il était les deux, a corrigé Julien doucement,
Le cabinet légitime était réel, mais c'était aussi une couverture parfaite pour son autre travail. Et il était très, très bon à cet autre travail. J'ai posé la bouteille d'eau sur la petite table entre nous avec des mains tremblantes. Les dettes, combien? 2 à 3 millions d'euros. Le chiffre était si énorme qu'il ne semblait même pas réel. J'ai ri, un son légèrement hystérique qui a résonné dans le bureau caverneux. C'est impossible. Je n'ai pas ce genre d'argent. Je n'ai pas d'argent. Mon père m'a laissé 3 propriétés, toutes hypothéquées jusqu'au cou, et une voiture qui vaut peut-être 5 000 euros. J'en suis conscient. Julien s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. Même dans la chaleur étouffante, il avait l'air parfaitement serein, pas un cheveu de travers. Les dettes sont, eux, détenues par 5 parties différentes. J'en ai déjà acheté 4. Ma tête s'est redressée d'un coup. Vous avez acheté les dettes de mon père? Je les ai consolidées. C'est plus clair ainsi, plus simple. Plutôt que de traiter avec 5 créanciers différents, vous ne traitez plus qu'avec un seul, moi. Et le 5e? Son expression s'est assombrie presque imperceptiblement. La famille Castelnau, Marc Castelnau spécifiquement, il se montre difficile à vendre. Ce nom me disait quelque chose. Je l'avais vu aux infos, toujours en lien avec des mots comme présumé et suspecté et jamais formellement inculpé. Les Castelnau, c'était la vieille argent et le vieux pouvoir, le genre de famille qui apparaissait dans les pages mondaines pendant que des rumeurs tourbillonnaient sur leurs véritables affaires. « Pourquoi feriez-vous cela ?» ai-je demandé, la confusion se mêlant à la suspicion. « Acheter les dettes de mon père? Vous ne me connaissez pas, et d'après ce que vous venez de me dire, mon père est mort. On ne peut pas obtenir d'argent d'un cadavre. » Non, a acquiescé Julien, mais je peux obtenir quelque chose de plus précieux de sa fille. Ça y était, le piège, la vraie raison de cette réunion. Je me suis redressé, me préparant à l'impossible demande. « Que voulez-vous? » « Votre expertise. » J'ai cligné des yeux. « Ma quoi? »« Vous avez un master en finance de la Sorbonne, a-t-il dit, et j'ai réalisé avec un frisson qu'il avait fait des recherches approfondies sur moi. Vous avez travaillé 3 ans chez Legendre et Associés, l'une des firmes d'investissement les plus prestigieuses de la capitale. Vous êtes doué avec les chiffres, excellent en analyse, et vous avez un talent pour voir des schémas que les autres manquent. Votre père vous a bien enseigné. J'ai quitté Legendre et Associés il y a 2 ans, ai-je précisé. J'ai travaillé en freelance depuis. Petit contrat, client indépendant, rien qui intéresserait quelqu'un comme vous. Vous êtes parti parce que votre patron a fait des avances non désirées et que la firme a choisi de le protéger plutôt que vous, a dit Julien doucement. Vous travaillez en freelance parce que personne ne veut embaucher la femme qui a causé des problèmes chez Legendre et Associés, même si vous n'avez rien fait de mal. Une chaleur qui n'avait rien à voir avec la température a inondé mes joues. Comment je fais de ma connaissance des choses mon affaire? Il s'est calé sur son siège, ses yeux sombres ne me quittant jamais. Voici ce que je propose, mademoiselle Duval. Vous venez travailler pour moi. Un travail légitime. Analyser mes entreprises légitimes, trouver les inefficacités, maximiser les retours. Rien d'illégal, rien qui ne compromettrait votre éthique. En échange, je vous pardonne les dettes de votre père. Toutes, y compris la partie détenue par Castelnau, que j'achèterai quelle que soit sa réticence. C'était trop beau pour être vrai. Ça devait l'être. Et si je dis non? Alors je travaillerai avec vous pour créer un plan de paiement, a-t-il dit simplement. Ce ne sera pas agréable et cela vous prendra le reste de votre vie à rembourser. Mais je ne suis pas un monstre, mademoiselle Duval. Je ne vous forcerai à rien que vous ne vouliez pas. La façon décontractée dont il le dit, la certitude absolue dans sa voix, m'a fait le croire, ce qui était fou. J'étais assise dans le bureau d'un genre de parrain, ayant été surprise nue moins de 30 minutes auparavant, et j'étais sérieusement en train d'envisager son offre. « Pourquoi moi spécifiquement ?» ai-je demandé.
Vous avez sûrement déjà des gens qui font ce genre de travail. J'en ai, mais j'ai besoin de quelqu'un qui est en dehors des cercles habituels. Quelqu'un qui n'est pas lié aux familles, qui n'a pas de loyauté ou d'obligation qui pourrait obscurcir son jugement. Quelqu'un qui comprend le monde des affaires légitimes et peut m'aider à m'y étendre plus complètement. Quelqu'un sur qui vous avez un levier, et je dis sans détour, quelqu'un qui vous doit. Oui, a-t-il admis sans hésitation. Ça aussi, je ne vous mentirai pas, mademoiselle Duval. Avoir un levier est utile, mais je vous offre un vrai travail avec un vrai salaire, au prix du marché, avec tous les avantages, l'opportunité d'utiliser vos compétences pour quelque chose de significatif. Et en retour, vous obtenez votre liberté face à une dette que vous n'avez jamais choisi d'hériter. Je me suis levé ayant besoin de bouger, de réfléchir. La chaleur m'oppressait de toutes parts, rendant la respiration difficile, la concentration ardue. Je me suis dirigé à nouveau vers les fenêtres, regardant la ville sans vraiment la voir. Derrière moi, j'ai entendu Julien bouger. Un instant plus tard, il y a eu un clic doux et une bouffée d'air frais béni. Je me suis retourné pour le voir debout près d'un panneau mural que je n'avais pas remarqué, ce qui était apparemment une commande manuelle pour la climatisation. Ça marche, ai-je dit stupidement. Je l'ai fait réparer il y a 1 heure, a-t-il admis, quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité traversant ses traits. Je voulais voir comment vous géreriez l'inconfort, comment vous réagiriez sous pression. Je suis désolé, c'était manipulateur. Vous avez sacrément raison, a hurlé ma colère, chaude et vive. Vous m'avez mise dans une situation impossible, m'avez regardé me déshabiller comme une sorte de test, et maintenant vous admettez que tout était prévu. Pas tout. Il s'est rapproché et je me suis forcé à ne pas reculer. J'ai planifié la chaleur. Je n'ai pas planifié que vous soyez assez courageuse ou assez pragmatique pour enlever vos vêtements. Je n'ai pas planifié d'admirer ce courage, ce manque total de prétention. La plupart des gens auraient souffert en silence, essayant de maintenir les apparences. Vous avez fait ce qui avait du sens. Alors, tout cela n'était qu'une quoi? Une interview? Mes mains se sont serrées en poing. Déshabillez-vous et montrez-moi comment vous gérez l'adversité? Une interview? Oui, déshabillez-vous, non. Sa voix s'est adoucie. Cela venait entièrement de vous, mademoiselle Duval, et cela m'a dit plus sur qui vous êtes que n'importe quel CV. Vous êtes pragmatique, vous êtes courageuse, vous pensez clairement sous pression, et vous n'êtes pas lié par les attentes conventionnelles de ce qui est approprié. Ce sont exactement les qualités dont j'ai besoin. L'air frais me rafraîchissait l'esprit, m'aidant à dépasser la colère et l'embarras. Si je fais ça, si j'accepte le poste, j'ai besoin de paramètres, de limites claires sur ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Je ne ferai partie de rien de criminel. Accordé. Et j'ai besoin de protection. Si je travaille pour vous, si votre nom est associé au mien, cela fait de moi une cible pour vos ennemis, les Castelnau, quiconque pourrait avoir des problèmes avec vous. Vous aurez de la sécurité, des chauffeurs, des accompagnateurs si nécessaire, un système en place pour assurer votre sécurité. Je le veux par écrit, les termes du contrat, tout clairement énoncés. Mon avocat l'aura prêt pour demain. J'ai étudié son visage, cherchant la tromperie, le piège dont j'étais certaine qu'il devait y avoir un. Mais tout ce que je voyais, c'était de la patience et une sorte de respect étrange. Il me traitait comme une égale, comme une professionnelle, bien qu'il m'ait vu en sous-vêtements moins d'1 heure auparavant. Encore une chose, ai-je dit. Ce moment où vous êtes entré et m'avez trouvé dévêtu, nous n'en reparlons plus. Ça ne s'est pas produit. C'est effacé de nos deux mémoires. Quelque chose a vacillé dans ses yeux sombres. Si c'est ce que vous voulez, ça l'est. Alors considérez-le comme oublié. Il m'a tendu la main. Avons-nous un accord, mademoiselle Duval? J'ai regardé sa main, ses doigts forts et la simple montre en platine à son poignet,
sa peau mate qui parlait d'un héritage méditerranéen. C'était un pacte avec le diable. J'en étais sûr. Travailler pour Julien Romano allait changer ma vie de manière imprévisible, mais l'alternative était de me noyer dans des dettes que je n'avais jamais créées. Passer le reste de ma vie à payer pour les péchés de mon père. J'ai pris sa main. Sa poigne était ferme, chaude. Ses doigts se sont refermés sur les miens avec une douceur surprenante. Nous avons un accord, Monsieur Romano. Julien, a-t-il corrigé, un sourire jouant sur ses lèvres, si nous allons travailler ensemble, nous devrions être par nos prénoms. Et s'il vous plaît, appelez-moi si vous avez des questions avant demain. Ma réceptionniste vous donnera ma ligne directe. Il a relâché ma main, mais la chaleur de son toucher est restée. J'ai ramassé mon porte-document, soudain désespéré de m'échapper de ce bureau, et du fouillis d'émotions déroutantes qui tourbillonnaient dans ma poitrine. Mademoiselle Duval a appelé Julien alors que j'atteignais la porte. Je me suis retourné. « Marie », a-t-il dit, utilisant mon prénom pour la première fois. « Pour ce que ça vaut, votre courage aujourd'hui était impressionnant. Tout le monde n'aurait pas pu gérer cette situation avec une telle grâce. » Je ne me suis pas fait confiance pour répondre, alors j'ai simplement hoché la tête et suis sorti, dépassant la réceptionniste compatissante, dans le couloir divinement frais. Ce n'est que lorsque j'étais dans l'ascenseur, regardant les chiffres descendre, que je me suis permis de traiter pleinement ce qui venait de se passer. J'étais allé au bureau de Julien Romano, m'attendant à mendier sa clémence pour des dettes que je ne pouvais pas payer. Au lieu de cela, j'avais été surprise nue. On m'avait offert un emploi. J'en étais ressorti avec l'impression d'avoir le dessus. Mon téléphone a vibré, un message d'un numéro inconnu. « Hâte de travailler avec vous, Ja. » J'ai fixé le message, l'initiale simple qui semblait étrangement intime. C'était fou. C'était dangereux. C'était probablement la pire décision que j'ai jamais prise. Alors, pourquoi une partie de moi avait-elle l'impression que cela pourrait aussi être la meilleure? Le contrat est arrivé à mon appartement le lendemain matin, livré par un homme en costume coûteux qui s'est présenté simplement comme l'avocat de M. Romano. Il s'agissait de 37 pages de langage juridique dense. Mais 3 choses étaient immédiatement claires. Le salaire était le triple de ce que j'avais gagné chez Legendre et Associés. Les avantages étaient meilleurs que tout ce que j'avais vu dans le secteur privé. Et il y avait une clause qui m'a coupé le souffle. L'employé s'engage à maintenir une confidentialité absolue concernant toutes les affaires commerciales, légitimes et autres, qui pourraient attirer son attention pendant la durée de son emploi. En échange, l'employeur garantit que l'employé ne sera jamais prié de participer, de faciliter ou d'avoir une connaissance directe d'activités illégales. C'était un bouclier et une cage à la fois. Julien me protégeait de son monde tout en me liant au silence à son sujet. J'aurais dû être terrifié. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose de proche du soulagement. Il tenait parole. J'ai signé à la 15e page et j'ai appelé le numéro au bas du contrat. Entreprise Romano. La voix de la réceptionniste, Cécile, était chaleureuse mais professionnelle. Ici Marie Duval. Je souhaiterais parler à Julien Romano, s'il vous plaît. Un instant, mademoiselle Duval. La musique d'attente était classique, quelque chose d'italien et d'élégant que je ne reconnaissais pas. Puis la voix de Julien, plus grave que dans mes souvenirs. Marie, j'espère que vous avez reçu le contrat. Je l'ai devant les yeux, c'est très complet. Je ne voulais laisser aucune place au malentendu. Une pause. Avez-vous des questions? Une seule. Quand est-ce que je commence? Le silence à l'autre bout a duré plusieurs secondes. Quand il a repris la parole, j'ai perçu le sourire dans sa voix. Lundi, 9 heures. Et Marie, merci. Pourquoi? Pour me faire confiance. L'appel s'est terminé avant que je puisse répondre. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé autour de mon petit appartement, mes meubles d'occasion et les photographies de mon père que je n'avais jamais eu le cœur de décrocher. Il me souriait depuis la cheminée, figé à 45 ans,
avant que ce qui s'était passé ne le transforme en quelqu'un que je n'avais jamais vraiment connu. J'espère que je fais ce qu'il faut, papa. Ai-je murmuré à sa photo. J'espère que tu comprendrais. La photographie n'a pas répondu, mais dans la lumière de l'après-midi, son sourire semblait presque approbateur. Moment de réflexion personnelle. Franchement, si on m'avait dit il y a 1 an que ma vie prendrait d'un tel tournant, j'aurais ri. Un rire amer, bien sûr, après les déboires avec Legendre et associés, la solitude, le poids des dettes de mon père. Mais un rire quand même. C'est dingue, non? Je me retrouve à travailler pour un homme dont l'entreprise légitime est un empire, mais dont la réputation murmure des histoires de zones d'ombre, d'activités pas très nettes. C'est une sorte de pacte faustien moderne, sauf qu'il n'y a pas de signature avec mon sang, juste des clauses de confidentialité. Je suis passé de la peur de la ruine à la gestion de restaurants de luxe, et tout ça parce qu'un système de clim a été saboté et que j'ai été trop pragmatique pour garder mes vêtements. C'est tellement absurde que c'en est presque comique. J'aurais pu dire non, je sais, payer toute ma vie, mais au fond, c'est ce que j'avais toujours fait. Payer pour les erreurs des autres, rester dans l'ombre. Avec Julien, même si c'est risqué, j'ai l'impression de vivre. C'est étrange, cette adrénaline. Est-ce que c'est de la folie ou simplement le courage que je n'avais jamais osé reconnaître? Aucune idée. En tout cas, le spectacle continuait. Le lundi matin est arrivé bien trop vite. Je me suis habillé avec soin dans un tailleur bleu marine, professionnel sans être guindé. Mes cheveux tirés en une queue de cheval lisse. La voiture que Julien m'avait promise attendait devant mon immeuble à 8h30. Une berline noire élégante aux vitres teintées et un chauffeur qui m'a ouvert la porte avec une courtoisie habituelle. « Mademoiselle Duval, je suis Georges. Je serai votre chauffeur principal. » Il avait peut-être 50 ans, les cheveux noirs striés d'argent et des yeux gentils qui plissaient au coin. Quelque chose chez lui m'a immédiatement mis à l'aise. « Merci, Georges. Vous pouvez m'appeler Marie. »« Comme vous voudrez, Madame Marie. » Il a refermé ma porte et est allé s'installer au siège conducteur. « Monsieur Romano m'a demandé de vous informer que votre bureau est en cours de préparation ce matin. Il souhaiterait vous rencontrer d'abord pour discuter de vos projets initiaux. » Mon bureau? Les mots ont provoqué un petit frisson en moi. Après 2 ans à travailler depuis mon minuscule appartement, avoir un véritable bureau me semblait un luxe. La tour Montparnasse avait l'air différente à la lumière du matin. La façade de verre scintillait sous le soleil d'octobre. Georges m'a déposé à l'entrée où une autre réceptionniste m'a accueilli. « Mademoiselle Duval, bienvenue. Je suis Cécile. Monsieur Romano vous attend. » Elle m'a tendu un badge sur un cordon. « Ceci vous donnera accès à l'étage exécutif et à votre bureau au 22e. L'ascenseur est juste là. » J'ai accroché le badge à ma veste de tailleur et me suis dirigé vers l'ascenseur, le cœur battant. La montée a été douce et silencieuse, me donnant le temps de douter de chaque décision qui m'avait mené ici. Le 23e étage semblait différent avec la climatisation en marche. La température était parfaite, l'éclairage chaud et invitant. La porte du bureau de Julien était ouverte et je pouvais le voir à son bureau, concentré sur son ordinateur portable. Il avait retiré sa veste, les manches de sa chemise blanche retroussées jusqu'au coude, et j'ai remarqué pour la première fois le tatouage qui marquait son avant-bras gauche, une écriture sombre dans ce qui semblait être de l'italien, partiellement caché par sa montre. J'ai frappé légèrement sur le cadre de la porte. Il a levé les yeux et quelque chose a changé dans son expression. De la chaleur peut-être. Ou était-ce de la possession? Marie, timing parfait, entrée. Je suis entré dans le bureau où j'avais été surprise nue 4 jours auparavant, m'attendant à me sentir embarrassée. Au lieu de cela, je me suis sentie étrangement puissante. J'avais survécu à cette mortification et en étais sorti avec un emploi et ma dette pardonnée. Au contraire, le souvenir était la preuve de ma résilience. « Café ?» a demandé Julien, désignant un chariot de service près des fenêtres. « Ou thé ?»
Je n'étais pas sûr de votre préférence. Café noir, s'il vous plaît. Il a versé 2 tasses avec une efficacité rodée, m'en tendant une avant de désigner le coin salon, plutôt que les chaises formelles devant son bureau. Encore une fois, ce retrait délibéré des dynamiques de pouvoir. Votre bureau est 3 étages plus bas, a-t-il commencé, s'installant dans la chaise en face de moi. Bureau d'angle, baies vitrées, tout ce dont vous devriez avoir besoin. Mais je voulais vous rencontrer d'abord pour discuter de ce sur quoi j'espère que vous vous concentrerez. J'ai sorti un carnet, prêt à prendre des notes. Professionnelle, compétente, tout ce que j'avais été avant que Legendre et Associés ne tentent de détruire ma réputation. J'ai 17 entreprises légitimes, a poursuivi Julien. Développement immobilier, importation, exportation, plusieurs restaurants, un hôtel, une discothèque et diverses petites entreprises. Elles sont toutes rentables, mais je sais qu'elles pourraient être plus efficaces. Je veux que vous les auditiez, que vous trouviez les points faibles, que vous recommandiez des changements. C'est une entreprise considérable. Cela pourrait prendre des mois. J'en suis conscient. Commencez par les restaurants. Ils sont plus petits, plus gérables. Utilisez-les pour vous faire une idée de la façon dont j'opère, mon chemin, de la façon dont mes employés travaillent. Ensuite, nous passerons aux plus grandes préoccupations et aux autres entreprises. Les autres entreprises? Ai-je demandé prudemment. Celles qui ne sont pas dans le portefeuille que vous me donnerez? Ses yeux sombres ont rencontré les miens sans vaciller. Vous ne verrez jamais de documentation à leur sujet. Vous ne participerez jamais à des réunions les concernant. Vous n'en aurez jamais de connaissances directes. C'était l'accord. Mais je saurais qu'elles existent. Vous savez déjà qu'elles existent. Elle a posé son café. Marie, je n'insulterai pas votre intelligence en prétendant que je suis un simple homme d'affaires. Vous savez ce que je suis. Ce que je vous offre, c'est une séparation complète de cet aspect de ma vie. Vous travaillez du côté légitime. Vous gagnez bien votre vie. Vous utilisez vos compétences pour quelque chose de significatif et vous n'avez jamais à compromettre votre éthique. Cela aurait dû sonner comme un mensonge. Au lieu de cela, cela a ressemblé à la chose la plus honnête que quiconque médite depuis des années. D'accord, ai-je dit, montrez-moi les restaurants. Le sourire qu'il m'a offert était sincèrement satisfait. Je ferai mieux que ça. Je vous y emmènerai. Nous visiterons les 5 cette semaine. Vous pourrez rencontrer les gérants, voir les opérations de première main à partir de demain. Demain? À moins que vous n'ayez d'autres plans. Je n'en avais pas. Je n'avais plus eu de projet au-delà de la survie depuis si longtemps que l'idée de programmer quelque chose au-delà du lendemain me semblait étrangère. Demain, ça marche. Julien s'est levé et j'ai réalisé que notre réunion était terminée. Cécile vous montrera votre bureau et vous installera avec tout ce dont vous avez besoin. Si vous avez des questions, ma ligne directe est déjà programmée dans votre téléphone. Mon téléphone? Il a désigné une boîte mince sur la table que je n'avais pas remarquée. À l'intérieur, le dernier modèle de smartphone déjà activé. Téléphone d'entreprise plus sécurisé que votre appareil personnel, aussi plus pratique pour rester en contact. La façon décontractée dont il avait organisé ma vie, anticipé mes besoins, aurait dû paraître contrôlante. Au lieu de cela, je me suis senti prise en charge, ce qui était une pensée dangereuse. Merci, ai-je dit, prenant la boîte. Je m'assurerai de justifier votre investissement. Vous l'avez déjà fait. Sa voix m'a arrêté à la porte. En disant oui, en choisissant de me faire confiance. Cela vaut plus que vous ne le savez. J'ai jeté un coup d'œil en arrière sur lui, cet homme compliqué, dangereux, qui semblait déterminé à prouver qu'il était plus que sa réputation. Espérons que je ne le regrette pas. Vous ne le regretterez pas. La certitude dans sa voix était absolue. Je vous le promets, Marie. Vous ne regretterez pas cela. Tandis que je suivais Cécile vers mon nouveau bureau, je me suis retrouvé à espérer qu'il avait raison. Mon bureau était tout ce qu'il avait promis et plus encore. Des baies vitrées du sol au plafond dominant la ville.
Un bureau massif déjà équipé d'un matériel informatique de pointe, des meubles confortables et des étagères attendant d'être remplies de livres et de dossiers. C'était professionnel et élégant, sans la froideur stérile à laquelle je m'étais attendu. Sur le bureau, un seul objet ne faisait pas partie du mobilier de bureau standard. Une petite statue en bronze d'un lion, royal et puissant, veillant sur son domaine. La carte en dessous portait l'inscription « À la personne la plus courageuse que je connaisse, Jay ». J'ai pris le lion, sentant son poids dans ma paume, et j'ai pensé au courage et au choix et au chemin étrange qui m'avait mené ici. Julien Romano m'avait vu à mon plus vulnérable et y avait trouvé de la force. Peut-être, juste peut-être, avait-il raison. Peut-être étais-je plus courageuse que je ne le savais. Et peut-être travailler pour lui allait-il le prouver. Et les restaurants ont été des révélations, chacun offrant un aperçu de la façon dont Julien opérait dans le monde légitime. Le premier était le Girasol, un endroit italien haut de gamme dans le quartier de la Défense, où les courtiers concluaient des affaires autour de pâtes à 40 €. Le second était chez Nona, un restaurant familial dans un quartier populaire de l'Est de Paris, près de Belleville, qui servait une cuisine si bonne qu'elle me faisait pleurer. Le troisième était Saphir, un restaurant fusion branché à Saint-Germain-des-Prés, où les gens branchés allaient pour être vus. Julien m'a emmené personnellement à chacun d'eux, me présentant au gérant et au personnel, s'asseyant avec moi pendant les dégustations, m'expliquant sa vision pour chaque endroit. Et j'observais, apprenais, prenais des notes copieuses. Mais plus que cela, je l'observais avec le personnel. Il était ferme mais juste, exigeant l'excellence sans être cruel. Il connaissait les noms de chacun, posait des questions sur leur famille, remarquait quand quelqu'un semblait ne pas être dans son assiette. Chez Nona, il a passé 15 minutes à parler à un jeune aide-serveur de ses candidatures universitaires, offrant des conseils et des contacts sans qu'on le lui demande. « Vous êtes doué avec les gens », ai-je observé alors que nous quittions le troisième restaurant. Vraiment doué, pas juste poliment faux. Mon grand-père m'a appris que le respect est mutuel, a-t-il dit, me tenant la portière de la voiture. Ces gens travaillent dur pour que mes entreprises réussissent. Le moins que je puisse faire est de les traiter comme des êtres humains. Votre grand-père était aussi dans les affaires? La question m'a échappé avant que je ne puisse la retenir. Julien s'est installé sur le siège à côté de moi et Georges s'est inséré en douceur dans la circulation. Il a bâti les fondations que j'ai développées, mais il a toujours dit que le pouvoir sans honneur n'était que tyrannie, que même dans notre monde, il y a des règles, des lignes à ne pas franchir. Comme, il est resté silencieux un instant, ses yeux sombres et lointains. La famille est sacrée. Les enfants sont toujours intouchables. Les femmes doivent être protégées, pas utilisées. Les dettes sont honorées. Mais la miséricorde est montrée quand elle est méritée. Et on ne fait jamais, jamais de mal aux innocents qui ne font pas partie du jeu. Les règles d'un monde que je n'avais jamais voulu comprendre, énoncées comme des commandements. Et tout le monde suit ces règles? Non. Sa voix s'est durcie. Certaines personnes ont oublié ce que signifie l'honneur. Les Castelnau, par exemple. Ils ne voient que le profit, que le pouvoir. Ils ont oublié les vieilles coutumes. Ceux qui ne veulent pas vous vendre la dette de mon père. Les mêmes, il s'est tourné pour me faire pleinement face. Marc Castelnau va être un problème, Marie. Pas seulement pour moi, mais potentiellement pour vous. Il sait que je vous ai embauché. Sait que j'ai consolidé les autres dettes de votre père. Il verra cela comme une menace. Pourquoi? Parce que votre père savait des choses sur les opérations des Castelnau. Des informations qui sont mortes avec lui. Ou c'est ce qu'il pensait. Maintenant, vous travaillez pour moi et ils vont se demander ce que vous pourriez savoir, ce que votre père aurait pu vous dire. Ma bouche est devenue sèche. Il ne m'a rien dit. J'ai à peine parlé avec lui les 5 dernières années de sa vie. Nous étions en froid. Je sais, mais eux, ils ne le savent pas ou ils ne le croiront pas. Sa main a couvert la mienne, là où elle reposait sur le siège entre nous.
Le contact était chaud, ferme, apaisant. C'est pourquoi vous avez Georges. Pourquoi vous aurez d'autres sécurités si nécessaire. J'étais sérieux quand j'ai dit ça, Marie. Vous êtes sous ma protection maintenant. La chaleur de sa paume contre la mienne a envoyé une électricité le long de mon bras. J'aurais dû me retirer. C'était mon patron, un homme dangereux, quelqu'un que je connaissais à peine. Mais au lieu de cela, je me suis retrouvé à retourner ma main, à entrelacer mes doigts dans les siens. Pourquoi faites-vous vraiment tout ça? Ai-je demandé doucement. Le travail, la protection, tout ça. La dette ne l'explique pas. Vous auriez pu simplement l'acheter et ensuite établir un plan de paiement. Pourquoi tant d'efforts? Le pouce de Julien a tracé des motifs sur le dos de ma main. Croyez-vous au destin, Marie? Je ne sais pas. Peut-être. Je crois que parfois, les gens sont mis sur notre chemin pour une raison. Ses yeux sombres ont retenu les miens. Ce jour-là, dans mon bureau, quand vous êtes entré et que je vous ai vu pour la première fois, quelque chose a changé. Puis plus tard, quand je suis passé par cette porte et que je vous ai trouvé là, si complètement vous-même, si peu préoccupé par les faux-semblants ou la bienséance, j'ai su. Su quoi? Que vous alliez tout changer. Les mots ont flotté entre nous, lourds d'une signification que je n'étais pas prête à examiner. Georges s'est arrêté devant mon immeuble et le sort s'est rompu. Julien a relâché ma main, mais lentement, à contre-cœur. Demain, nous visiterons les 2 derniers restaurants, a-t-il dit, sa voix redevenant d'une neutralité professionnelle. Je viendrai vous chercher à 9 heures. Vous n'avez pas à le faire personnellement. Je le veux. Simple, direct, ne laissant aucune place à la discussion. J'ai ramassé mon sac et le dossier de notes que j'avais accumulé. Julien. Oui, merci de me faire confiance avec ça, de me donner une chance de prouver ma valeur. C'est vous qui me faites une faveur, a-t-il répondu. N'oubliez jamais ça, Marie. Vous avez aussi du pouvoir dans cet arrangement. Alors que je montais dans l'ascenseur de mon appartement, j'ai pensé au pouvoir et à la protection et à la sensation de sa main serrée autour de la mienne. Ça devenait compliqué d'une manière que je n'avais pas anticipée. Julien Romano était censé être mon patron, mon créancier, l'homme dangereux pour qui je travaillais par nécessité. Il n'était pas censé faire battre mon cœur plus vite chaque fois qu'il me regardait. Il n'était pas censé être prévenant, protecteur et étonnamment gentil. Il n'était pas censé me voir vraiment, comme personne ne l'avait fait depuis des années. Mais il l'avait fait. Tout cela. Et, Dieu m'aide, je commençais à en vouloir plus. Les 2 semaines suivantes se sont estompées dans un brouillard de visites de restaurants, d'analyses financières et de conversations de plus en plus personnelles avec Julien. Il venait me chercher presque tous les matins, apportant souvent le café exactement comme je l'aimais, bien que je ne lui ai jamais dit ma préférence. Il restait tard à mon bureau, examinant mes découvertes, discutant de stratégie, parlant de tout, des affaires au livre en passant par des souvenirs d'enfance. J'ai appris que sa mère était morte quand il avait 12 ans, que son père l'avait élevé pour reprendre l'entreprise familiale d'une main de fer et avec des exigences impossibles. J'ai appris qu'il avait voulu être architecte autrefois, qu'il esquissait toujours des bâtiments pendant son temps libre, qu'il avait une cicatrice sur l'épaule due à une bagarre au couteau quand il avait 17 ans. Et elle a appris des choses sur moi, sur mon éloignement de mon fait de vie, sur ce qui s'était réellement passé chez Legendre et Associés, sur la solitude qui m'avait consumé ces 2 dernières années, sur mes rêves d'écrire peut-être un livre un jour, de voyager dans des endroits que je n'avais vus qu'en photo. Nous étions en train de construire quelque chose. Je n'étais juste pas sûr de quoi. C'était un vendredi après-midi, 3 semaines après que j'eus commencé à travailler pour Julien, quand tout a basculé. J'étais dans son bureau, examinant le rapport que j'avais compilé sur les restaurants. Il était assis à côté de moi sur le canapé, assez près pour que je sente son eau de Cologne, pour sentir la chaleur émanant de son corps. « Vos recommandations sont excellentes », a-t-il dit, feuilletant les pages.
La mise en œuvre augmentera les marges bénéficiaires d'au moins 15% sur tous les sites dans les 6 mois. Marie, c'est un travail brillant. C'est pour ça que vous m'avez embauché. C'est plus que ça. Il a mis le rapport de côté et s'est tourné pour me faire pleinement face. Vous m'avez donné des solutions auxquelles je n'aurais pas pensé, des améliorations que mes propres collaborateurs ont manquées. Vous êtes remarquable. L'intensité de son regard m'a coupé le souffle. Nous étions seuls dans son bureau, le soleil se couchant à l'extérieur des fenêtres, peignant toutes dans des nuances d'or et d'ambre. Intime, trop intime. Julien, ai-je commencé, mais il m'a coupé. Je n'arrête pas de penser à vous. L'aveu était discret mais absolu. J'ai essayé. C'est compliqué. Vous travaillez pour moi. Il y a 1000 raisons pour lesquelles c'est une idée terrible. Mais chaque matin, je me réveille impatient de vous voir. Chaque nuit, je me couche en me souvenant de quelque chose que vous avez dit, de quelque chose que vous avez fait. Vous vous êtes infiltré sous ma peau, Marie Duval, et je ne sais pas quoi faire. Mon cœur tambourinait contre mes côtes. Je travaille pour vous. Cela dépasse toutes les limites professionnelles imaginables. Je sais que vous êtes dangereux. Votre monde est dangereux. Je sais cela aussi. Je devrais dire non. Je devrais garder ça professionnel. Vous devriez. Sa main est montée pour caresser mon visage, son pouce traçant mon pommette. Mais allez-vous le faire? La partie rationnelle de mon cerveau me hurlait de me retirer, de maintenir les limites, de me protéger. Mais le reste de moi, la partie qui avait été seule si longtemps, la partie qui aspirait à la façon dont il me voyait, la partie qui se sentait vivante pour la première fois depuis des années, cette partie a gagné. Non, ai-je murmuré, je ne vais pas dire non. Son baiser était différent de ce que j'avais imaginé. Doux d'abord, presque interrogateur, comme si malgré tout ce qu'il avait dit, il voulait encore mon consentement. J'ai répondu en le serrant plus fort, en ouvrant ma bouche sous la sienne, en me laissant tomber dans l'instant sans penser aux conséquences. Quand nous nous sommes finalement séparés, tous deux haletants, il a posé son front contre le mien. Ça change les choses. Je sais. Je vais en vouloir plus, Marie, plus de temps, plus de vous. Je ne suis pas doué pour le décontracter. Moi non plus. Et je suis possessif. Sa main a glissé à l'arrière de mon cou, me retenant près de lui. Si nous faisons ça, si nous sommes ensemble, vous êtes à moi, je ne partage pas. La déclaration aurait dû faire sonner les alarmes. C'était trop vite, trop intense. Mais au lieu de cela, j'ai senti quelque chose se mettre en place dans ma poitrine, comme un retour à la maison. D'accord, me suis-je entendu dire, je suis à vous. Le sourire qu'il m'a offert était féroce et triomphant et absolument magnifique. Dites-le encore. Je suis à vous, Julien. Encore. À vous, ai-je murmuré contre ses lèvres. Complètement à vous. Cette fois, quand il m'a embrassé, il n'y avait rien de doux. C'était une revendication, possessif, une promesse et une menace tout en un. Et je m'y suis abandonné volontairement, sachant que je faisais un pas dans le vide, sans savoir ce qui m'attendait en bas. Mais pour la première fois depuis des années, je m'en fichais. Julien Romano avait éveillé quelque chose en moi ce jour-là dans son bureau surchauffé, quelque chose de courageux et d'imprudent et d'affamé de plus que de la simple survie. Il m'avait vu nu et avait trouvé du courage. Il m'avait vu vulnérable et avait trouvé de la force. Il m'avait vu complètement, avec mes défauts et tout, et me voulait quand même. Comment aurais-je pu dire non à cela? Emménager dans la propriété de Julien n'était pas tant une décision qu'une inévitabilité. Après ce baiser dans son bureau, après l'admission que nous étions ensemble maintenant, les choses y ont progressé avec une rapidité qui aurait dû me terrifier, mais qui, étrangement, semblait naturelle. « Reste avec moi », m'avait-il dit 3 jours après notre premier baiser, alors que nous étions assis dans son appartement-terrasse surplombant Paris. Nous y avions dîné, ce qui avait mené à des baisers sur son canapé, ce qui avait mené à sa chambre, dans une nuit qui avait redéfini ce que je pensais savoir de la passion. Pas seulement ce soir. Reste.
Emménage. Julien, nous ne sommes ensemble que depuis moins d'une semaine. Je me fiche des chronologies. Ses bras se sont resserrés autour de moi. Je me soucie de toi, de t'avoir près de moi, de te garder en sécurité. Mon domaine a tout ce dont tu pourrais avoir besoin. Un espace pour un bureau, une bibliothèque, des terrains où tu peux te promener, et une sécurité qui fera en sorte que les Castelnau ne pourront pas te toucher. La mention des Castelnau m'a envoyé un frisson. Marc avait fait du bruit, selon les rapports des gens de Julien, posant des questions sur moi, sur ce que je pouvais savoir, sur ma relation avec Julien. La menace était subtile mais présente. Et mon appartement? C'était une faible protestation et nous le savions tous les deux. Garde-le si tu veux ou laisse-le. Je couvrirai la résiliation du bail si c'est ça le problème. Marie, j'ai besoin de toi près de moi. Il ne s'agit pas seulement de te vouloir dans mon lit, même si je le veux certainement. Il s'agit de savoir que tu es protégée. Par toi, par moi. Sa main a encadré mon visage, me forçant à rencontrer son regard intense. Je sais que c'est rapide. Je sais que tu penses probablement que je suis fou, mais je n'ai jamais été aussi certain de quoi que ce soit. Tu appartiens à moi. Il y avait encore cette obsessivité, cette certitude que j'étais sienne. J'aurais dû m'inquiéter de perdre mon indépendance, d'être englouti par son monde. Au lieu de cela, je me suis senti chéri. D'accord, ai-je dit, j'emménage. Son sourire était éclatant. Tu ne le regretteras pas, je le promets. La propriété était encore plus impressionnante que je ne l'avais imaginé. 20 minutes en dehors de Paris, située sur 4 hectares de terrain méticuleusement paysagé. Tout en pierre et en verre et en architecture élégante. Julien m'a fait visiter personnellement, me montrant les salons, la bibliothèque qui m'a fait haleter avec ses étagères du sol au plafond, la salle de sport, la piscine intérieure. Cette aile est privée, a-t-il dit, me conduisant dans un couloir bordé de photos de famille. Ma suite est maintenant la tienne aussi, bien que tu puisses avoir ta propre chambre si tu préfères. Serez-vous vexé si je dis que j'aimerais avoir mon propre espace? Non pas parce que je ne veux pas partager le vôtre, mais parce que j'ai besoin d'un endroit qui soit juste à moi. Pas du tout. Il a ouvert une porte, révélant une chambre à la fois élégante et confortable. Cela communique avec ma suite par cette porte, mais c'est à toi de faire ce que tu veux. Et il y a un bureau dans le couloir que j'ai déjà aménagé pour toi. Tout ce dont tu as besoin pour travailler de chez toi quand tu le souhaites. Il avait pensé à tout. Et plutôt que de me sentir contrôlé, je me suis senti valorisé. Il me faisait de la place dans sa vie, littéralement et figurativement, tout en respectant mon besoin d'indépendance. C'est parfait, ai-je dit honnêtement. Merci. Cette première semaine passée à vivre avec Julien a été une révélation. J'ai découvert qu'il était un lève-tôt, debout avant l'aube pour s'entraîner à la salle de sport, qu'il cuisinait étonnamment bien, nous préparant souvent le petit déjeuner pendant que je me préparais pour la journée, qu'il était affectueux en privé, trouvant toujours des excuses pour me toucher, m'embrasser, me serrer près de lui. Mais j'ai aussi découvert l'autre facette de sa vie, la partie qu'il avait promis de garder séparée. Les appels téléphoniques tard le soir, pris dans son bureau porte close, les réunions à la maison avec des hommes dont je ne connaissais pas les noms et que je ne demandais pas, la façon dont son expression pouvait parfois passer de l'homme chaleureux que je connaissais à quelqu'un de froid et dangereux. Tu le vois maintenant, a-t-il dit un soir, me trouvant dans la bibliothèque après l'une de ces réunions. L'autre moi. J'ai toujours su que c'était là. Savoir et voir sont des choses différentes. Il s'est assis à côté de moi sur le canapé, me serrant contre lui. C'est trop? Tu veux partir? Non, et je le pensais. Je savais dans quoi je m'engageais, Julien. Tu n'as jamais caché qui tu es. Mais tu ne poses pas non plus de questions. Pourquoi? Je me suis tourné vers lui. Parce que tu as promis que je n'aurais pas à être impliqué dans ce côté des choses. Et je te fais confiance pour tenir cette promesse. Ce que tu fais dans ces réunions, qui sont ces hommes, c'est ton affaire.
Je me concentre sur les restaurants et l'immobilier et à m'assurer que ton empire légitime fonctionne sans heurts. Et si les Castelnau bougent, si les choses deviennent dangereuses, alors je te fais confiance pour me protéger. C'est ce que tu as promis, n'est-ce pas? La protection. Ses bras se sont resserrés autour de moi. Toujours, quoi qu'il m'en coûte, Marie, je te garderai en sécurité. L'intensité de sa voix m'a fait frissonner. Je te crois. Bien. Il a pressé un baiser sur ma tempe. Parce que je vais bientôt avoir besoin que tu me fasses entièrement confiance. Marc Castelnau a accepté de me rencontrer pour discuter de la vente de cette dernière partie de la dette de ton père. Pourquoi ferait-il ça maintenant? Il a refusé pendant des semaines. Parce que je t'amène. La voix de Julien était prudente. Il veut rencontrer la fille de Pierre Duval pour évaluer si tu es une menace, pour voir si tu sais quoi que ce soit qui pourrait nuire à sa famille. Et je vais le laisser penser qu'il contrôle la réunion pendant que je négocierai la vente. La peur m'a envahi. Julien, je ne sais rien. Mon père et moi parlions à peine. Je sais, et c'est ce que tu diras à Castelnau s'il te le demande. Tu seras charmante et professionnelle et absolument convaincante que les secrets de Pierre Duval sont morts avec lui. Et si je ne suis pas convaincante? Son expression s'est durcie. Alors je ferai très clairement savoir que tu es sous ma protection et que toute menace à ton égard est une menace à mon égard. Mais je ne pense pas que cela en arrivera là. Marc est assez intelligent pour savoir que commencer une guerre pour de la spéculation est mauvais pour les affaires. Quand? Demain soir, dîner à la propriété des Castelnau, terrain neutre, assez public pour être en sécurité. J'ai passé la journée suivante dans un état d'anxiété nerveuse que nulle quantité de travail n'a pu dissiper. Julien avait fait livrer une robe de soirée à la maison, une magnifique robe verte émeraude qui me convenait comme si elle avait été faite pour moi, ce qui était probablement le cas. « Tu es magnifique », a-t-il dit quand je suis sorti de ma chambre ce soir-là. Il était en smoking, ayant l'air d'être sorti d'un magazine, tout en ligne épurée et en élégance dangereuse. Je suis terrifié. Ne le sois pas. Il m'a attiré près de lui, sa main se posant dans le creux de mon dos. Je serai juste là tout le temps. Rien ne t'arrivera, Marie, je te le jure. La propriété des Castelnau ressemblait à celle de Julien en taille et en envergure. Mais là où la maison de Julien semblait chaleureuse malgré sa grandeur, celle de Marc paraissait froide. Tout en marbre et mobilier minimaliste et art moderne qui coûtait probablement des millions mais manquait de toute personnalité. Marc Castelnau lui-même avait peut-être 60 ans, les cheveux argentés et des yeux froids qui m'ont évalué dès notre entrée. Son épouse, Sophie, était belle de la manière que l'entretien coûteux crée, tout en vêtements de créateur et cheveux parfaits et un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « Julien, » a dit Marc, tendant la main, « merci d'être venu, et voici Marie Duval. Votre père a fait un excellent travail pour ma famille et ma chair. Sa perte a été une tragédie. » Le mensonge désinvolte, prétendant que mon père n'avait fait que du travail légitime, m'a crispé les dents, mais j'ai souri et lui ai serré la main. « Merci, Monsieur Castelnau, c'est gentil à vous de le dire. » Veuillez m'appeler Marc, nous sommes tous amis ici. Son regard m'a balayé, calculateur. Julien me dit que vous travaillez pour lui maintenant, analysant ses entreprises commerciales. C'est exact, j'ai une formation en finance. Et votre père n'a jamais discuté de son travail avec vous? N'a jamais partagé d'informations sur ses différents clients? Ça y était, le véritable but de ce dîner. J'ai senti la main de Julien se serrer imperceptiblement sur ma taille, un rappel de sa présence. Mon père et moi étions en froid les 5 dernières années de sa vie, ai-je dit honnêtement. Nous parlions à peine. Je savais qu'il faisait de la comptabilité, mais il n'a jamais discuté des détails avec moi. C'est dommage. Le sourire de Marc n'a pas faibli. La famille est si importante, n'êtes-vous pas d'accord, Julien? Absolument. La voix de Julien était suave. C'est pourquoi j'espère que nous pourrons régler cette dernière affaire entre nous. La dette que vous détenez de Pierre Duval, je suis prêt à l'acheter à prix fort.
Disons le double du montant initial. Généreux. Marc nous a conduits dans une salle à manger formelle où la table était dressée pour 4, mais je ne suis pas sûr d'être prêt à vendre. Cette dette me donne un certain levier sur un homme mort. Le ton de Julien était doux, mais j'ai entendu l'acier en dessous. Sur sa fille qui travaille pour vous maintenant, qui vit dans votre maison, qui est, si les rumeurs doivent être crues, bien plus qu'une simple employée. L'implication planait dans l'air. J'étais la faiblesse de Julien, sa vulnérabilité, et Marc faisait clairement savoir qu'il le savait. Marie est sous ma protection, a dit Julien doucement. Les dettes de son père sont une affaire que je souhaite régler par respect pour cette protection. Mais ne vous y trompez pas, Marc. Que vous me vendiez la dette ou non, elle n'est pas en danger à cause de vous. Suis-je clair? La température dans la pièce a semblé baisser de 10 degrés. Sophie Castelnau s'est raclée délicatement la gorge. Peut-être devrions-nous nous asseoir. Le dîner est prêt, et nous pourrons discuter des affaires plus tard. Le dîner a été un supplice, une danse prudente de conversations polies et de menaces voilées. Marc a sondé mon travail, ma relation avec Julien, les anciens clients de mon père. J'ai répondu avec honnêteté quand je le pouvais et avec une évasion prudente quand je ne le pouvais pas. Et à travers tout cela, Julien est resté une présence solide à mes côtés, sa main trouvant occasionnellement la mienne sous la table. Ce n'est qu'au dessert que Marc a finalement nommé son prix. 5 millions pour la dette et une participation dans l'une de vos sociétés d'importation, Julien. Celle qui gère les routes méditerranéennes. Même moi, je savais qu'elles étaient précieuses, probablement parce qu'elles facilitaient plus que de simples importations légales. La mâchoire de Julien s'est serrée presque imperceptiblement. C'est une demande substantielle pour une dette de 2 millions d'euros. Considérez-le comme un investissement dans la paix pour s'assurer que l'héritage du père de Marie ne nous cause pas de problème. Traduction, payez ou j'utiliserai la dette comme levier pour vous causer des ennuis. Julien est resté silencieux un long moment, ses yeux sombres calculants. Puis il a souri, froid et dangereux. Contre-offre, 3 millions pour la dette. De plus, je vous donnerai une première option d'achat sur l'immeuble de l'avenue des Champs-Élysées que vous essayez d'acquérir. Cela vaut plus que le partenariat méditerranéen et cela ne nous lie pas à une activité commerciale continue. Marc a réfléchi, ses doigts tapotant sur la table. 5 millions et l'option sur l'immeuble. 4 millions et l'immeuble. Offre finale. Encore une pause, puis Marc a tendu la main. Marché conclu. Mes avocats rédigeront les documents. Julien lui a serré la main, le geste scellant ma liberté. Je les attends d'ici la fin de la semaine. Le retour à la maison s'est fait en silence. La main de Julien serrant la mienne. Lorsque nous avons enfin franchi les grilles de son domaine, il s'est tourné vers moi. « Tu vas bien? » Je crois que oui. C'était intense. Tu as été parfaite, exactement le bon équilibre entre honnête et prudente. Il a encadré mon visage dans ses mains. Et dans moins d'une semaine, tu seras complètement libre des dettes de ton père. Toutes. 4 millions, Julien, c'est tellement d'argent. Ça en vaut la peine. Son pouce a tracé ma lèvre inférieure. Tu en vaux la peine. Ta tranquillité d'esprit, ta sécurité, ta liberté par rapport à des obligations que tu n'as jamais choisies, ça vaut chaque centime. Je ne sais pas comment te remercier. Épouse-moi. Les mots ont plané dans l'air entre nous, choquants par leur soudaineté. Je l'ai regardé, certaine d'avoir mal entendu. « Quoi? Épouse-moi, a-t-il répété, complètement sérieux. Je sais que c'est rapide. Je sais que nous ne sommes ensemble que depuis quelques semaines, mais je suis sûr de toi, Marie. Plus certain que je ne l'ai jamais été de quoi que ce soit. Tu es la femme de ma vie, celle à côté de qui je veux me réveiller, celle avec qui je veux construire ma vie. Épouse-moi. Julien, c'est fou, on se connaît à peine. Je sais tout ce qui compte. Je sais que tu es courageuse, brillante et gentille. Je sais que tu me donnes envie d'être meilleure que je ne le suis. Je sais que depuis que tu es entrée dans ma vie, tout a plus de couleur, plus de sens.
Et je sais que je suis complètement, irrévocablement amoureux de toi. Mon souffle s'est coupé. Tu m'aimes? Désespérément, complètement, d'une manière dont je ne pensais pas être capable. Son front s'est posé contre le mien. Je comprends si tu as besoin de temps. Je comprends si c'est trop, trop vite. Mais je voulais que tu saches où j'en suis. Je veux l'éternité avec toi, Marie, si tu veux de moi. J'ai pensé aux dernières semaines, à la façon dont Julien avait bouleversé ma vie de la meilleure façon possible. Comment il m'avait vu à mon plus vulnérable et y avait trouvé de la force. Comment il m'avait rendu ma carrière, ma confiance, mon sens de l'estime de soi. Comment il me faisait me sentir en sécurité, stimulé et vivante tout à la fois. Oui, me suis-je entendu dire. Oui, je t'épouserai, Julien. Le baiser qu'il m'a donné était féroce et tendre et plein de promesses. Quand nous sommes enfin entrés, il m'a porté directement dans sa chambre et nous avons scellé nos fiançailles de la manière la plus primaire possible. Plus tard, serré dans ses bras, ma tête sur sa poitrine, j'ai senti sa main se poser sur mon ventre. Un jour, a-t-il murmuré, des enfants, une famille, tout ce que je n'ai jamais pensé vouloir avant de te rencontrer. Un jour, ai-je acquiescé, bien que quelque chose dans mon ventre me chuchotait que un jour pourrait arriver plus tôt que nous le pensions. Parfois, la nuit, quand le sommeil me fuyait, je pensais à mon père, Pierre. Pas tant aux dettes ou aux ombres, mais aux petites choses. La façon dont il fredonnait une vieille chanson française en bricolant, ou l'odeur du tabac et du cuir qui le caractérisait. Il m'avait toujours dit « Fais attention aux apparences, Marie. Le diable se cache dans les détails les plus séduisants. » Il parlait des investissements trop beaux pour être vrais, des fausses promesses du marché. Mais avec Julien, c'était différent, non? Ce n'était pas un mensonge. C'était une vérité complexe, dangereuse. C'était trop réel pour être juste une illusion. Peut-être que mon père aurait compris, au fond de lui. Ou peut-être qu'il aurait été horrifié. La ligne est si mince parfois entre ce qui est bon pour soi et ce qui est juste. Le mariage a été une petite cérémonie. Juste 20 personnes dans la bibliothèque de la propriété de Julien, exactement 3 semaines après sa demande. Nous avons opté pour l'intimité plutôt que l'événement grandiloquent qu'un homme de la position de Julien aurait normalement exigé. Sa raison était simple. Il s'agit de nous. Pas de politique, pas d'alliance, pas de frime pour les familles. Juste nous. J'ai porté une simple robe couleur ivoire, élégante, mais pas ostentatoire, mes cheveux détachés comme Julien les aimait. Il se tenait à l'hôtel improvisé dans un costume anthracite, me regardant comme si j'étais la seule personne au monde. Et quand nous avons prononcé nos vœux, quand j'ai promis d'aimer et de chérir cet homme dangereux, compliqué et merveilleux, je le pensais à chaque mot. Je promets de te protéger, a dit Julien, glissant une alliance en platine à mon doigt. De te chérir, de te faire rire chaque jour, de te donner la vie que tu mérites. Tu es mon cœur, Marie. Tout ce que je fais à partir d'aujourd'hui est pour toi. Je promets de rester à tes côtés. Ai-je répondu, ma voix ferme malgré les larmes qui coulaient sur mon visage. De te faire confiance, de te défier, de t'aimer à travers tout ce qui viendra. Tu m'as rendu à moi-même, Julien, et je te donne ce moi librement. Lorsque l'officier de l'État civil nous a déclarés mari et femme, Julien m'a embrassé avec une telle tendresse que plusieurs personnes dans la petite foule ont soupiré. Et puis c'était fait. J'étais Marie Romano, épouse de l'homme le plus particulier de Paris. Et je n'avais jamais été aussi heureuse. La réception a eu lieu dans la salle à manger formelle, avec des plats des 5 restaurants que nous avions visités ensemble. C'était parfait, intime, exactement ce que nous voulions tous les deux. Mais ce dont je me souviens le plus, c'était la façon dont Julien continuait de me toucher. Petits gestes d'affection et de possession. Sa main à ma taille, ses doigts entrelacés aux miens, ses lèvres frôlant ma tempe. « Tu es vraiment à moi maintenant », a-t-il murmuré pendant notre première danse.
Marie Romano, ma femme. Et tu es à moi, ai-je répondu. Mon mari, mon partenaire, mon amour. Pour toujours, a-t-il promis, quoi qu'il arrive. 3 semaines plus tard, j'ai découvert à quel point pour toujours commencerait tôt. Je ne me sentais pas très bien depuis quelques jours. Rien de grave, juste de la fatigue et de légères nausées. J'avais attribué cela au stress du travail et au tourbillon du mariage. Mais quand les nausées ont persisté, j'ai commencé à compter. Le test de grossesse acheté sur un coup de tête est revenu positif, tout comme le deuxième et le troisième. Je me suis assise sur le sol de la salle de bain, fixant ces 3 tests positifs, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Nous avions parlé d'enfants un jour, mais cela semblait lointain, théorique. C'était réel, immédiat, terrifiant et merveilleux à la fois. « Marie ?» La voix de Julien venait de la chambre. « Tu vas bien? » J'ai émergé de la salle de bain, les tests serrés dans ma main. Il a jeté un coup d'œil à mon visage et a traversé la pièce en 3 enjambées. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es malade? Dois-je appeler le médecin? » Pour toute réponse, j'ai levé les tests. Il les a fixés, ne comprenant pas au début. Puis la compréhension est apparue et son expression est complètement changée. « Tu es enceinte. » Environ 6 semaines, je pense, juste après avoir emménagé. « Tu es enceinte », a-t-il répété, comme s'il avait besoin de le dire encore pour que cela devienne réel. Puis il a ri, me prenant dans ses bras, me faisant tourner avec une telle joie que je n'ai pas pu m'empêcher de rire aussi. « Nous allons avoir un bébé, Marie. Nous allons avoir un bébé. »« Tu es heureux ?» ai-je demandé, bien que sa réaction rende la réponse évidente. « Heureux? Je suis extatique, terrifié, mais extatique. » Il m'a fait asseoir doucement, sa main allant immédiatement à mon ventre encore plat. « Un bébé, notre bébé. C'est parfait. Tu es parfaite. C'est rapide. Nous ne sommes mariés que depuis 3 semaines. Donc nous savions que nous voulions cela éventuellement. Maintenant, éventuellement et plus tôt. Je ne me plains pas. » Son pouce a tracé des motifs sur mon ventre. « Marie Romano, tu continues de m'étonner. » La grossesse a progressé sans heurts et avec elle mon intégration dans le monde de Julien. Les entreprises légitimes ont prospéré sous ma gestion, augmentant les bénéfices au-delà même de ses prévisions optimistes. J'ai embauché et licencié, négocié des contrats, pris des décisions qui ont affecté des centaines d'employés. Et Julien m'a fait entièrement confiance, me donnant toute autorité pour gérer les choses comme je l'entendais. Mais j'ai aussi vu davantage de son autre monde. La façon dont les gens lui déféraient, les réunions discrètes, les appels téléphoniques à des heures impaires. Je n'ai jamais posé de questions, mais je comprenais la réalité de notre vie. Julien Romano était puissant d'une manière qui allait bien au-delà des affaires légitimes, et j'étais son épouse, son partenaire dans les parties publiques, et son sanctuaire des aspects les plus sombres. 6 mois après ma grossesse, j'ai pris une décision. Je veux créer une fondation, ai-je dit à Julien pendant un dîner, en utilisant une partie des bénéfices des restaurants, des centres communautaires, des programmes d'éducation, un soutien aux femmes quittant des situations abusives, des choses qui aident réellement les gens. Julien a posé sa fourchette, m'étudiant. « Tu veux rendre? Je veux faire quelque chose de significatif avec le privilège que nous avons. Tu m'as tout donné, Julien. Une carrière, la liberté de la dette, l'amour, ce bébé. Laisse-moi utiliser ça pour aider les autres. Quel genre de calendrier as-tu en tête? Commencer petit, un centre dans le quartier où se trouve chez Nona, l'utiliser comme programme pilote, voir ce qui fonctionne, puis étendre. » Il est resté silencieux un instant, ses yeux sombres pensifs. « Une fondation à ton nom. Service communautaire Marie Romano. Je la financerai entièrement. Tu la géreras comme tu l'entends. Julien, je ne peux pas te demander de... » « Tu ne demandes pas, je propose. » Il a tendu la main sur la table, prenant la mienne. « Tu veux faire une différence, aider les gens qui en ont besoin. Comment pourrais-je refuser cela?
surtout quand cela montre à tout le monde exactement qui tu es, qui nous sommes en tant que famille. Ce sera coûteux. J'ai de l'argent, Marie. Plus que nous ne pourrions dépenser en 3 vies. Utilisons-le pour quelque chose de bien. Son sourire était doux. Notre enfant grandira en sachant que sa mère a construit quelque chose de significatif, a aidé des gens, a rendu le monde meilleur. Cela compte pour moi. Je me suis déplacé autour de la table pour l'embrasser, submergé de gratitude et d'amour. Je t'ai dit récemment que tu étais incroyable. Dis-le-moi encore. Tu es incroyable, même quand tu es un chef de la mafia surprotecteur, possessif et légèrement contrôlant. Surtout alors, a-t-il corrigé, me tirant sur ses genoux avec précaution. Sa main s'est posée sur mon ventre arrondi et notre bébé a donné un coup de pied contre sa paume. Elle est active ce soir. Elle est toujours active quand tu es là. Je crois qu'elle reconnaît ta voix. Bien, elle doit connaître son père. Il a pressé un baiser sur mon ventre. Bonjour, ma petite. Ta mère et moi construisons un monde pour toi. Un monde plus sûr, meilleur, plein de possibilités. Le regarder parler à notre fille à naître, j'ai senti quelque chose se poser dans ma poitrine. C'était juste. Tout ça. Le début étrange, la progression rapide, la réalité compliquée de notre vie. C'était exactement là où je devais être. La fondation a été lancée 2 mois avant ma date d'accouchement et a connu un succès immédiat. Nous avons offert des programmes parascolaires, des formations professionnelles, des groupes de soutien et des cliniques d'aide juridique. En quelques semaines, le centre était plein, servant des centaines de personnes qui avaient désespérément besoin d'aide. J'ai travaillé jusqu'à ma 37e semaine, quand Julien a finalement tapé du poing sur la table. « C'est fini », a-t-il annoncé, me trouvant à mon bureau en train d'examiner des propositions de subvention. « Le bébé peut arriver n'importe quel jour et tu dois te reposer. »« Je vais bien. Tu es épuisé et notre fille arrivera quand elle sera prête, que tu aies fini d'examiner ses propositions ou non. » Il a pris les papiers de mes mains. « Délègue des maris, c'est pour ça que tu as du personnel. » Il avait raison, bien sûr. Je m'étais trop forcé, essayant de tout faire moi-même. D'accord, je travaillerai de chez moi. Juste des emails et des appels téléphoniques. Encore mieux, tu te reposeras, liras des livres, feras des promenades dans le jardin, te prépareras pour le bébé, laisseras d'autres personnes gérer le quotidien. Quand es-tu devenu si autoritaire? J'ai toujours été autoritaire. Tu l'apprécies d'habitude. Je ne pouvais pas argumenter avec ça. Alors, j'ai passé les dernières semaines de ma grossesse dans une sorte de limbe paisible, nidifiant dans notre maison, préparant la chambre d'enfant, rêvant de la vie que nous construisions. Et puis, un mardi matin, 3 jours avant ma date d'accouchement, mes os se sont rompus. Le travail a été long et difficile. 20 heures de douleur qui m'ont fait maudire le nom de Julien plus d'une fois. Mais il n'a jamais quitté mon côté, me tenant la main, essuyant mon front, m'encourageant à travers chaque contraction. « Tu es incroyable », a-t-il dit pendant une contraction particulièrement brutale. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse. »« Je te déteste », ai-je haleté. « Je sais. Tu peux me détester autant que tu veux. Continue juste de respirer. » Quand notre fille est finalement arrivée, hurlant son mécontentement au monde, j'ai compris pour la première fois ce que les gens voulaient dire par coup de foudre. Elle était parfaite, minuscule, et au visage rouge et absolument parfaite. Une fille, a annoncé le médecin, la posant sur ma poitrine. Félicitations. La main de Julien tremblait alors qu'il touchait sa petite tête. Elle est magnifique, Marie. Elle est si belle. Elle a tes yeux, ai-je murmuré, fixant des yeux sombres qui se concentraient déjà sur mon visage. Regarde, elle te regarde. Bonjour, petit amour, a murmuré Julien, sa voix épaissie par l'émotion. Je suis ton père et je te promets dès maintenant, je remuerai ciel et terre pour te garder en sécurité, pour te rendre heureuse, pour te donner tout ce qui est bon dans ce monde.
Nous l'avons appelée Elena Rose Romano et elle a tout changé. Elena avait 6 mois lorsque Mark Castelnau est mort. Une crise cardiaque, disaient les journaux, soudaine et inattendue. Mais la vérité murmurée à travers les réseaux de Julien était différente. Mark avait fait un mouvement contre une famille rivale, avait dépassé les limites et en avait payé le prix. Une menace de moins, a dit Julien quand il me l'a annoncé, sa main douce sur mon épaule alors que je nourrissais Elena dans la chambre d'enfant. Une personne de moins qui aurait pu te voir comme un levier contre moi. J'ai regardé notre fille, son visage parfait et ses yeux confiants, et j'ai compris d'une manière que je n'avais jamais eue auparavant pourquoi Julien était comme il était, pourquoi il opérait dans l'ombre, pourquoi il maintenait son pouvoir si soigneusement, pourquoi il était impitoyable quand c'était nécessaire. Il nous protégeait, sa famille, et il ferait tout ce qu'il fallait pour nous garder en sécurité. Je t'aime, ai-je dit, levant les yeux vers lui. Je sais que tu fais parfois des choses terribles. Je sais que ton monde est sombre d'une manière que je ne comprendrai jamais pleinement. Mais je sais aussi que tu le fais pour nous, pour cette famille, toujours. Il s'est agenouillé à côté de la chaise, sa main couvrant la mienne là où elle reposait sur le dos d'Elena. Tout ce que je fais est pour vous deux. Vous êtes mon cœur, Marie. Vous deux, ma raison d'être pour tout. Nous avons de la chance de t'avoir. C'est moi qui ai de la chance. Il a pressé un baiser sur ma tempe. Tu es entré dans mon bureau effrayé et désespéré, et tu m'as donné tout ce dont je ne savais pas que j'avais besoin. Une partenaire, une femme, une fille, un but au-delà du simple pouvoir et du contrôle. Tu m'as sauvé, Marie Romano. Nous nous sommes sauvés mutuellement, ai-je corrigé doucement, alors que j'étais assise là avec mon mari et ma fille dans la chambre d'enfant de notre belle maison, entourée de sécurité, d'amour et de possibilités. J'ai pensé à ce jour étouffant dans le bureau de Julien, à cette scène où je me suis déshabillé parce que la chaleur était insupportable, à l'instant où il était entré et m'avait vu complètement vulnérable, et avait trouvé du courage au lieu de la faiblesse. Une climatisation en panne avait changé ma vie. Une si petite chose, un moment si aléatoire, mais cela avait mené à ceci, à tout. Elena a fait un petit bruit, s'endormant déjà contre ma poitrine. Julien a souri, ce sourire doux qu'il réservait uniquement pour nous, et l'a délicatement prise de mes bras. « Je vais la coucher », a-t-il murmuré. « Repose-toi. » Je l'ai regardé installer notre fille dans son berceau, les regarder caresser doucement ses cheveux sombres, les regarder monter la garde auprès d'elle un long moment. Cet homme dangereux, ce puissant chef, réduit à une tendresse absolue par un bébé de 6 mois. Oui, nous nous sommes sauvés mutuellement. Je n'en doute pas. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parfois, je pense que j'ai fait une erreur, probablement les deux, au final. C'est ça la vie, non? Rien n'est jamais vraiment clair, rien n'est parfait, mais elle est mienne, cette vie. Et pour ça, je suis reconnaissant.